Bonjour et bienvenue à tous. Merci de nous retrouver encore une fois sur les plateformes du média Igué. Aujourd'hui, avec moi dans le studio, Tite Gatavazi. Bonjour Tite, Bonjour Bertrand. comment allez-vous? Moi, je me porte bien, ça va. Tite, nous sommes à la fin de l'année. Oui, Comment a été cette année pour vous? une année, on va dire, très riche. 2025 aura été vraiment riche sur le plan personnel. Comme disent mes amis ouest-africains, la santé, ça va. Sur le plan familial, j'ai pu amener ma famille au village, à Minova, et ils ont fait un tour dans le Massissi. C'était une expérience inoubliable. Et sur le plan professionnel, les rebondissements depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas de répit. Et donc je crois que ça c'est assez épanouissant sur le plan personnel, sur le plan du travail intellectuel, sur les relations qu'on a avec les uns et les autres. Même les gens qui vous insultent, parfois ils vous apportent quelque chose sans le savoir. Donc, une année vraiment, vraiment intense et riche. En général, une très bonne année pour vous. Une bonne moisson, comme diraient les gens du Sud. Ouais. Tite, nous sommes ici avec vous en Ouais. tant qu'expert dans la région des Grands Lacs. Ah ben, Mais je suis cette année aussi, la région des Grands Lacs a connu beaucoup de rebondissements. Comment? Si vous permettez, on pourrait commencer par le début, janvier 2025. Goma Tombe. Ouais. Comment on est arrivé là? Comment on en est arrivé là? Parce que le pouvoir de Kinshasa a refusé catégoriquement d'entendre raison. Quand ça commence à Bunagana, il y a du mépris dans le traitement des revendications du M23, qui sont des revendications légitimes aujourd'hui, reconnues et indiscutablement. Des gens qui se battent pour leurs droits, pour la citoyenneté. Ils sont exclus. En tout cas, les Tutsis congolais sont exclus de la citoyenneté congolaise. Et donc, quelqu'un fait croire à Tshisekedi qu'ils peuvent les écraser très rapidement. Ça n'a pas réussi. Et donc, ils descendent de Bunagana, ils prennent Turuchuru, ils prennent le Massissi. Et le discours de Kinshasa commence à virer à la rhétorique victimaire, à des invectives, au lieu de regarder la réalité en face. On a la région qui vient aux cheveux du Congo, Tshisekedi lit les choses à l'envers, il les présente à l'envers, c'est plein de billets, d'amalgames, mais tout ça c'est fait exprès. Et donc, dans son discours, il fait l'impasse sur le M23 et il se fixe comme adversaire le Rwanda. Et il y a tout un discours qui va avec et il prend vraiment des mesures. Hein. Il fait venir la SADC, il fait venir le Burundi, les FDLR, il intègre les Wazalendo au FRDC pour attaquer le Rwanda. Et donc le président burundais rentre dans le jeu. Nous voulons changer le gouvernement au Rwanda. Les Rwandais sont nos amis, mon œil. Vous n'allez pas aimer les Rwandais et détester leur président. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Et donc, ce qu'ils n'ont pas remarqué dans le mépris dont je parle vis-à-vis du M23, c'est, en fait, quand ils présentaient la montée en puissance des FARDC, c'était l'inverse. Il y avait plutôt, et en vrai, une montée en puissance du M23, en tout cas sur le plan militaire. Et donc, ils forment des jeunes au maniement des armes, à la guerre, et ces gens sont très motivés. Ils se battent pour leur cause. Pendant que les FDLR, Wazalendo et tous ces gens-là, ils n'ont pas de cause. Donc les Burundais qui arrivent, on nous a dit d'aller tuer les Tutsis. Ça, c'est pas une cause, ça. Et donc, la SADC bloque Mubambiro.
Et le 27 janvier, je crois, La à la chute de Goma. surprise générale, près de 40 000 militaires dans Goma pour la coalition autour des FARDC. Des armes stockées à l'aéroport, Kankatindo et ailleurs. Mais la grande surprise de Goma, c'est quoi? Goma tombe, vous avez pléthore de militaires. On n'a pas détruit la ville. Il n'y a pas eu de catastrophe humanitaire. L'AFC M23 maîtrise le contingent SADC, des FARDC, des FDLR, la police, les Burundais. Des militaires sont au stade de l'unité à Goma, d'autres sont au campement de la MONUSCO, d'autres ont pu s'enfuir, mais très peu. Et tout d'un coup, on sent que la ville est maîtrisée. Sans qu'il y ait beaucoup de pertes en vie humaine, ne serait-ce que pour les militaires. Et donc ça, moi j'aimerais bien un jour que quelqu'un m'explique sur le plan de la stratégie militaire, comment une opération comme celle-là se met en place et est exécutée pendant que ceux qu'on maîtrise, ils sont en surnombre, ce serait plutôt très intéressant. L'épisode d'après, parce qu'on a quand même vécu des moments intenses, hein, c'est ce dont je parlais en introduction, c'est la maîtrise avec laquelle l'AFC M23 canalise tout ça. On voit des réunions entre le général Makenga et les généraux de la SADC. On ne sait pas trop ce qui se dit quand ils sont en aparté. Il paraît qu'il y a un balai diplomatique à Kigali où les pays européens dont des ressortissants sont mercenaires à Goma viennent négocier quand même qu'on les laisse passer. Et après, nous assistons à l'évacuation des militaires qui étaient à Goma. Ça, sur le plan à la fois professionnel, à la fois historique, à la fois politique de la région, c'est très intense. Ça n'arrive pas tous les 20 ans. Et donc, oui, Goma tombe. Goma, c'est un gros symbole. Quand on regarde avant le 27 janvier, et qu'il y avait tout ce beau monde à Goma, MONUSCO, SADC, FARDC, Wazalendo, FDLR, qui avait des morts quasiment à chaque heure. Ces militaires-là étaient là pour protéger la population, pour protéger la ville ou pour faire quoi? On était presque arrivé à intérioriser le fait que à Goma, c'est comme ça. Les gens meurent. On attrape le motard qui cherche, qui se bat pour faire vivre sa famille. On l'abat comme ça, comme un oiseau. Il y a toute une hiérarchie. Il y avait, on m'a dit, une vingtaine de généraux des FARDC à Goma. Gouverneur militaire, gouverneur de je ne sais quoi, commandant de la garde républicaine. Il n'y avait que des généraux. Ils étaient là vraiment pour la population ou pour autre chose. Et donc, oui, voilà, Goma tombe. Et après, on assiste à partir de là, il dicte vraiment le tempo de l'actualité. Mais avec la chute de Goma, nous avons observé une situation spectaculaire. Nous avons observé des centaines de mercenaires européens
Oui. qui sont même passés par le Rwanda Oui. pour rentrer chez eux. Pouvez-vous un peu nous expliquer le contexte de ces mercenaires? Parce que je pense qu'avant Kinshasa niait leur présence, mais tout le monde a vu quand ils sont passés sur Rwanda. Pouvez-vous un peu nous expliquer l'histoire des mercenaires? Il y a Tshisekedi qui voulait faire la guerre à tout prix et quel que soit le prix. Donc, quand il se rend compte que ces militaires sur le terrain ne lui apportent pas de résultats, c'est comme ça qu'il commence à faire des coalitions, et au point d'intégrer des criminels Wazalendo au sein des FARDC. Et effectivement, il a recours à des mercenaires bulgares. Il y avait même des anciens légionnaires français. Au début, il les présente comme difficilement une assistance militaire. Ils viennent pour nous aider à entretenir le matériel. Ils sont là, on va dire, pour nettoyer les hélicoptères de guerre à l'aéroport de Goma. Non. Ils pilotaient les avions Sukhoi. Ils étaient au front. Mais il y a un autre aspect. C'est que la fameuse communauté internationale, j'espère qu'on va y revenir, ne lève pas le petit doigt pour dire ça, c'est contraire au droit international. L'utilisation des mercenaires est réprouvée par le droit international. On n'a pas vu des communiqués, même timides, pour interpeller le gouvernement congolais et dire, attention les gars, ce n'est pas très sérieux. Quand il intègre les Wazalendo au FRDC, il y a l'Union européenne qui écrit un petit truc, pas très... Hein? Et puis il n'y a pas d'autre suite. Donc des mercenaires étaient intégrés à cette coalition où on avait à Goma et FRDC, je l'ai dit, il y avait des FDLR, un nombre suffisant, alliés du gouvernement congolais, on a les Wazalendo, on a un contingent impressionnant du Burundais, et la SADC, j'espère que je n'en oublie pas, ils étaient tellement nombreux là-bas. Donc, cette façon de dire c'est de l'assistance technique, un gouvernement signe des accords avec un autre gouvernement pour obtenir l'assistance technique. Mais quand on voit du temps où Jean-Pierre Bemba était ministre de la Défense, quand il vient à Goma, on voit que sa garde rapprochée est constituée de mercenaires. Quand même le président Tshisekedi, quand il se déplace en province, la fameuse garde rapprochée là, on voit des visages, des hommes blancs. Ça n'était pas des militaires de FRDC. Et donc c'est comme ça qu'on les intègre à la fois à la garde du président, déplacement des ministres, et d'autres sont au front contre le M23. Oui. Tite, un jour vous nous avez parlé de la chute des villes dans l'est de la RDC comme des châteaux de cartes. Pouvez-vous un peu nous expliquer cette offensive fulgurante du AFC M23 et essayer un peu de nous expliquer comment l'armée congolaise échoue sur son terrain avec toute cette coalition européenne, burundaise, SADC et tout ça. Zelendo. Je parlais tout à l'heure de la motivation. Tous ceux qui connaissent la chose militaire expliquent que pour aller au front, le militaire, il est fait pour défendre la patrie. C'est pour ça qu'il s'engage. Et donc, tous ceux qui se sont engagés au M23 portaient cette déchirure-là du risque d'être apatrides. Ils sont exclus de la citoyenneté congolaise. Ils sont persécutés depuis 90, ça ne date pas de maintenant. Depuis 90 où on nous a sorti la fameuse théorie de nationalité douteuse. Depuis que les Bangirima ont commencé dans le Massissi, depuis que les Magrivi opéraient dans Rutshuru, Massissi et Goma, les Tutsis congolais sont persécutés. Et donc,
ces jeunes qui s'engagent, ils n'ont plus rien à perdre. Et donc, face aux FRDC, qui sont indisciplinés, on connaît, qui sont corrompus, ça on le sait, qui viennent comme si c'était des boy scouts qui allaient au pique-nique, ils n'ont pas de motivation. Et donc ça, c'est la première des choses et la plus fondamentale. Ensuite vient tout ce désordre qu'il y a et qui caractérise les FRDC. La corruption, le détournement des équipements. On a appris par quelques canons qu'ils vendaient à la fois des armes et des uniformes aux troupes du M23. On a vu, il était je crois encore Major Willy Ngoma, arborer une tenue impeccable et il est en train de dire merci les FRDC. Ensuite, il y a, je crois, tout l'appareil opérationnel, le renseignement, les bisbilles entre les généraux qui se battent pour le contrôle du pouvoir, des ressources, de l'argent et tout ça pour avoir de l'influence auprès du chef. Donc, il y avait une véritable guerre de tranchées entre la maison militaire de la présidence, l'état-major chargé des opérations, le gouverneur militaire qui est à Goma. Ces gens-là ne pouvaient pas se coordonner parce qu'ils ne s'entendaient pas. C'est à cette occasion qu'on assiste au pire à Goma. Cette cacophonie qu'il y a entre tous ces corps fait que la garde républicaine se retrouve à Goma et n'est pas normalement faite pour venir sur les champs de bataille. Ils vont massacrer des pauvres citoyens en train de prier dans une église. Ce qu'on a appelé le carnage de Goma du 30 août 2023. Voilà. Et donc, ces gens ne pouvaient pas mener une guerre contre le M23 et la gagner. Et donc, le pouvoir décide de leur accoler d'autres forces. Ils s'appellent le Wazalendo. Allez. Et on se souvient bien du déplacement en urgence du ministre Mohindo Nzagi, venir à Goma, conférence de presse, pour dire désormais sortez du bois. Vous êtes militaire comme les FARDC, vous avez les mêmes droits, vous allez porter l'uniforme et vous allez faire quoi? Tuer les Tutsis congolais. C'est comme ça qu'on voit l'alliance entre le président Tshisekedi, le président Ndayishimiye. Ndayishimiye qui va à Kinshasa répéter presque mot pour mot ce qu'avait dit le président Tshisekedi face aux jeunes de l'UDPS, que l'ennemi c'est le Rwanda. Et toute cette coalition-là n'a pas pu tenir face à la détermination de l'AFC M23. Tite, parallèlement à ces affrontements, beaucoup de processus de paix ont été engagés, Ouais. Notamment Doha et Washington. Pouvez-vous nous dire comment ces pourparlers de paix se sont déroulés tout au long de l'année 2025 avec... On a commencé avec l'accord de principe de Washington le 27 juin. Ouais. Pouvez-vous un peu essayer de nous... Oui, on a... En faisant la rétrospective, c'est comme si Nairobi a été délocalisé vers Doha. Ça, c'est aussi très important. Parce qu'on commence par la solution régionale. Nairobi regroupe à l'époque ce qu'on appelle tous les groupes armés pour discuter avec le gouvernement. Et Kinshasa s'est fait une spécialité de sabotage. Kinshasa sabote Nairobi. Luanda était l'esprit de Luanda. C'était le contentieux entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Finalement, Luanda fusionne les deux difficilement. Il y a presque, si je ne m'abuse, 7 réunions au niveau des ministres des Affaires étrangères.
Mais chaque fois, Kinshasa, au sortir de la réunion, lit le communiqué à l'envers, présente le communiqué à son opinion comme si c'était à son avantage, dénature les propos qui sont dans les communiqués. Jusqu'au 14 décembre 2024, où les ministres des Affaires étrangères sont en train de négocier, mais il y a le CONOPS, le concept d'opération, qui est le système convenu pour la neutralisation des FDLR. Et comme les FDLR sont alliés du gouvernement, et que c'était en son temps l'épine dorsale des FARDC, Tshisekedi rechignait à neutraliser les FDLR. Et donc il dit à sa ministre des Affaires étrangères, Mme Thérèse Kayikwamba, de ne pas signer. Le 14 décembre, les chefs d'État étant supposés arriver le 15 pour la cérémonie de signature. Mais quand on parle de mauvaise foi, c'est là qu'on a des indices sérieux et concordants, comme dirait un bon juriste. Le président Tshisekedi intime l'ordre à sa ministre de ne pas signer. Et donc, son homologue rwandais, l'ambassadeur Nduhungirehe, transmet le message à Kigali pour dire la négociation a capoté, le Congo n'a pas signé. Mais le lendemain, le président Tshisekedi fait le déplacement de Luanda. Et qu'est-ce qu'il communique autour de son déplacement? C'est le président Kagame qui a déclaré forfait. Il a même répété ça à Bruxelles quand il a la main sur le cœur. Il a juré qu'il n'avait jamais eu de propos belliqueux. Il dit jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas d'explication. Hein? Je ne sais pas pourquoi vous ne vous êtes pas présenté à Luanda. Ça, c'est vraiment l'incarnation de la mauvaise foi. Quand il sait que c'est lui qui a provoqué ça, bon. Et donc, quand Luanda échoue mi-décembre, le président João Lorenzo s'apprête à prendre la présidence tournante de l'Union africaine. Et donc, il ne peut plus être médiateur entre les deux pays ayant été désignés par l'Union africaine, à l'époque présidée par l'ancien président du Sénégal, Macky Sall. Et donc, l'Union africaine passe le témoin au président togolais Faure Gnassingbé. Pendant que le président Gnassingbé n'a pas encore bien saisi le dossier, le président Tshisekedi avait sollicité l'émir du Qatar. Et pour mémoire, à 2 reprises, c'est le président Tshisekedi qui avait fait faux bond à l'émir du Qatar. Il demande rendez-vous, le protocole se met en branle, tout est fin prêt et il se porte pâle pour ne pas répondre au rendez-vous. Et donc cette fois-ci, étant vraiment un peu coincé, il accepte que les deux processus soient séparés. À Doha, iront l'AFC M23 et le gouvernement congolais pour discuter des causes profondes, des crises récurrentes à l'est du Congo. L'exclusion des Tutsis congolais, la mauvaise gouvernance, la corruption, allez en parler à Doha. À Washington, iront les deux gouvernements, Congo et Rwanda, pour discuter des accusations mutuelles. Soutien au FDLR, intégration des FDLR dans l'armée régulière, la menace des FDLR sur le Rwanda. Et l'accusation du Congo qui accuse le Rwanda de soutenir en sous-main le M23. Et donc, vous allez en discuter à Washington. Et donc, entre les deux faits, le président Tshisekedi, Washington, ça discute, hein, et Doha, ça discute. Washington arrive à l'accord de principe, où l'accord de principe reprend le CONOPS développé à Luanda.
Et ça ne plaît pas beaucoup au président Tshisekedi, qu'on l'oblige à neutraliser les FDLR. Et donc, lui, il va proposer un marché aux Américains. Il dit, arrêtez-moi tout ça, moi je vous offre mes minéraux et vous offrez-moi une assistance militaire, je dois écraser l'AFC M23. Les Américains ne l'entendent pas de cette oreille-là. Les Américains disent, nous on veut faire du business, on ne fait pas du business dans les bruits des bottes et les coups de canon. Nous on veut pacifier cette région pour qu'on fasse du business. Il y a du gros potentiel dans votre région si vous ne le savez pas. Et donc on va plutôt doubler l'accord de paix avec l'accord économique pour le développement, et nous, on va pousser nos entreprises à venir investir chez vous. Et ils conviennent d'un certain nombre de points, les infrastructures, l'énergie, les minéraux, et tout ça. Étant donné que le président Tshisekedi, ça ne lui plaît pas, il passe outre et il va recruter des mercenaires colombiens avec un Américain, un certain prince, du nom de prince, hein, qui a une société de mercenaires. Et c'est ces gens dont certains sont même tombés dans le lac Tanganyika aux abords d'Uvira. Et donc, comme il y avait quand même la pression américaine, on en arrive après déclaration de principe. L'accord qui a suivi a eu aussi des couacs. Parce que ça négocie pied à pied, et vers la fin, encore une fois, comme ça s'est passé à Luanda, à Washington, la ministre Kaykwamba dit aux Américains, mon président me dit de ne pas signer. Voilà. Et donc ça continue à pousser, je ne parle pas de termes de pression. Finalement, le 4 décembre, on arrive à la signature en présence des deux chefs d'État. Mais regardez un peu la configuration de la délégation de Kinshasa à Washington. Elle était pléthorique, elle était impressionnante, dont on se demande jusqu'aujourd'hui c'était quoi l'objet. Déplacer plus de 200 personnes, juste parce que le président va signer un protocole d'accord, on se dit à quoi ça sert? Une mission de l'État pour ça. Mais en plus de ces hauts fonctionnaires et conseillers et ministres et autres, vous avez une quarantaine de journalistes. La RTNC, des journalistes privés, des indépendants, des influenceurs, des gens qui ont des chaînes YouTube. Tout ce beau monde a fait le déplacement de Washington aux frais du trésor public. Mais en y regardant de près, on voit bien la manœuvre de Mouyaya, qui installe quand même un plateau RTNC à Washington, qui parle exclusivement aux journalistes congolais. C'est comme le point presse qu'il organise à Kinshasa. Il aurait pu attendre de revenir. Mais il y avait comme ça une manœuvre pour dénaturer l'accord de Washington. Avant Washington, avant que le président ne se rende à Washington, on a quand même vu, entendu et observé qu'il y avait des bombardements dans la plaine de Ruzizi. Kamanyola a été bombardé, Luvungi a été bombardé, et il y a pire que ça. Minembwe était sous blocus, à la fois des militaires burundais, des FRDC et tout ce qui est Maïmaï tout autour là-bas. Un blocus en droit international est un début de génocide. Parce que vous empêchez une population bien déterminée. Dans la zone de Minembwe, vous avez les Bavira, vous avez les Bafulero et les Banyamulenge. Les Bavira et les Bafulero n'avaient pas de problème. Il n'y a que les Banyamulenge qui étaient ciblés, qui ne peuvent pas sortir, qui ne peuvent pas aller se faire soigner.
Les enfants ne peuvent pas aller à l'école, les femmes ne peuvent pas aller au marché, rien. Vous ne recevez pas de visite. Et par-dessus tout, maintenant, comme ils sont confinés chez eux, on peut les bombarder. Et on a vu des opérations, des drones et des Sukhoi bombarder Minembwe. Et ça, en allant à Washington, pendant qu'il le faisait, Tshisekedi avait prévu d'accuser l'AFC M23 et d'accuser le Rwanda et de faire des amalgames entre Washington et Doha et de faire dire à Washington ce que Washington n'a jamais dit, ni dans le texte, ni dans son esprit. Et donc, au sortir de Washington, il y a quand même un gros malaise. Finalement, que dit l'accord de Washington? Tantôt c'est un accord de paix, tantôt c'est le Rwanda qui affiche son mépris vis-à-vis du président Trump. Et bon, et c'est là qu'on apprend que la médiation qatari a demandé à la FCM23 de quitter la ville d'Uvira. Ils le font de bon gré, de bonne foi. Écoutez ce qu'est en train de dire le président Tshisekedi. Ils n'ont pas quitté Uvira, je sais qu'ils sont encore là, mais, monsieur le président, votre homme de main, le député Willy Michiki, bombardé vice-président de Wazalendo, dit que ces Wazalendo sont dans la ville d'Uvira. Alors, qui est-ce qu'on va croire, qui est-ce qu'on ne va pas croire? Et donc, voilà un peu le brouillard qui a été sciemment mise en ligne par Kinshasa et qui est quand même en train de se dissiper à son détriment. Tite, certes nous parlons d'un pays, mais deux processus de paix différents. Il y a Doha, il y a Washington. Oui. Si nous regardons du point de vue de Doha, l'État congolais a maintes fois signé des cessations d'hostilité, des cessations de feu. Pourquoi avoir signé des engagements qu'elle n'a pas pris? Et du côté de Washington, à quand la neutralisation des FDLR? Parce que nous avons vu la signature de deux présidents. Et la principale point de Washington, c'est la neutralisation des FDLR. Donc, première question, pourquoi la Kinshasa a signé des accords de cessation de feu qu'elle n'a pas respectés? Et à quand la neutralisation des FDLR pour Washington? Les deux, je crois que les deux vont de pair. Hein. Mais bon, pourquoi Tshisekedi ne respecte pas ses engagements, c'est ça? Pourquoi Tshisekedi signe après il se rebuffe? Écoutez, Tshisekedi en 2018 signe la candidature de l'opposition à Genève. 24 heures après, il retire sa signature. Le président Tshisekedi, avant d'être président, signe un accord de coalition avec l'UNC de Vital Kamerhe. On est lié à la vie civile, à la vie politique, on est ceci. Il y a des déclarations quasiment d'amour entre les deux. Tshisekedi, il y a une vidéo où les deux familles se retrouvent. Il y a leurs épouses qui sont là, il y a des frères, il y a des beaux-frères, il y a tout ça. Et Tshisekedi prend la parole, il dit, jamais de la vie, moi, je ne trahirai mon beau-frère Kamerhe, étant donné que l'épouse de Tshisekedi est du même coin, elle est Mushikazi comme Kamerhe. Il n'a pas respecté, une fois devenu président, la première des choses à faire, il a foutu Kamerhe en prison. Tshisekedi signe un accord en 2018 avec l'ancien président Joseph Kabila. Dans les 2 ans qui suivent, il s'est défait de l'accord et il a persécuté son prédécesseur. Kabila est obligé de quitter sa ferme de Kingakati. Il va s'installer à Lubumbashi, il est pourchassé à Lubumbashi et il va en exil. Tshisekedi signe des accords avec le Rwanda. Il se rebuffe en 2 temps 3 mouvements. Et donc, je dois aussi dire que
C'est Tshisekedi qui invite le M23, aussitôt qu'il prend le pouvoir. Il invite le M23 à Kinshasa et les gars poirotent là-bas pendant 14 mois. Donc pour dire que Tshisekedi n'est pas quelqu'un qui respecte ni sa parole, ni ses engagements, encore moins sa signature. Sa signature n'a pas de valeur. Pendant que l'encre n'a pas encore séché sur une feuille, qu'il s'est rebuffé 2 ou 3 fois. Et donc là qu'ils aillent signer, ils ont signé maintes fois. Hein? Je disais que chaque fois qu'on signait un communiqué final, que ce soit Luanda, Nairobi, Bujumbura, la lecture qu'en faisait Tshisekedi était une lecture diamétralement opposée. Tshisekedi travestit un texte qu'il a signé lui-même. Est-ce que ça va avec Tshisekedi signe la paix le matin et bombarde le soir? Comme ça. Voilà, par exemple. Pendant qu'il est en train de signer, il a donné l'ordre de continuer les bombardements. Est-ce qu'il veut la paix? Est-ce qu'il veut la guerre? On ne sait pas. Est-ce qu'il est entre les deux? Et pourquoi? Mais avec le temps, je pense que l'avantage qu'il y a, que j'observe de manière assez nette, c'est qu'au sortir de Luanda, quand les deux processus sont à Doha et à Washington, il y a un changement majeur. C'est que l'opinion occidentale prend connaissance du contentieux. Avant, c'était entre Africains. La presse s'y intéressait pas beaucoup ou disait des contre-vérités. Parce qu'il y avait quand même une grosse machine de propagande alimentée par Kinshasa. Mais quand ça arrive à Washington quand même, que les Américains mettent leur nez dans le dossier, que c'est à Doha, que les Qataris qui ont une longue expérience de médiation épluchent ce dossier, que les Français s'y intéressent, que les Belges viennent voir à quoi ça retourne, que l'Union européenne demande des nouvelles, on a entendu des propos, même si c'est des propos diplomatiques, du style, on commence à se lasser de la mauvaise foi de Kinshasa. Et ça tape à l'esprit. Même s'il y a des formules, mais on voit bien. Donc, on va dire que, mis à part la médiation américaine et qatari, l'opinion publique, la plus... Hein, même ceux qui... Je vais finir par quelque chose qui m'a frappé, moi. Étant donné que la Belgique s'était engagée corps et âme derrière Kinshasa. Vous tombez, on tombe ensemble. Vous vous relevez, on se... Hein? 98, je fais une parenthèse. L'équipe de France avait pour devise « On vit ensemble, on meurt ensemble ». Et ils ont remporté la Coupe du Monde. C'était le totem de Zinedine Zidane. La Belgique a fait presque ça, mais en politique et en diplomatie. Tout pour Tshisekedi. Donc la Belgique s'est engagée au sein de l'Union européenne, a frappé à toutes les portes pour porter le discours victimaire de Tshisekedi, pour porter la rhétorique de haine, pour nier les évidences de persécution des Tutsis congolais, pour délégitimer la cause de l'AFC M23 et pour faire porter le chapeau de tous les maux qui gangrènent le Congo au Rwanda. Mais avec ce que je viens d'expliquer, que les opinions publiques comprennent de mieux en mieux à la fois le contenu du contentieux et comment ça se passe,
le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, est allé à l'Assemblée nationale pour déclarer sa lassitude vis-à-vis du président Tshisekedi. Et ce qui est frappant, c'est qu'il a développé 3 points quand même qui sont assez fondamentaux. Le ministre Prévost accuse Tshisekedi, encore une fois, d'avoir menti. Il avait été sollicité par le gouvernement belge pour ne pas mener le procès contre l'ancien président Kabila à terme. Parce que d'après eux, ça fracturait encore plus la société congolaise. Tshisekedi a promis, la main sur le cœur, pardon, je vais arrêter ça. Il n'a pas arrêté. Le ministre Prévost accuse Tshisekedi de torpiller l'initiative du dialogue inclusif porté par les évêques et l'Église protestante. Encore une fois, il dit, il nous a promis qu'il était favorable, il a promis aux prêtres. Le soir, il a changé d'avis. Et la Belgique avait des informations fiables selon lesquelles c'est Tshisekedi qui traîne les pieds pour ne pas faire doigt. Et donc voilà, quand même les alliés manifestent des signes de lassitude, c'est qu'ils sont au courant. Tite, s'il vous plaît, principale préoccupation du Rwanda. Qu'en est-il de la neutralisation des FDLR, autre engagement signé par Félix Tshisekedi à Washington? Ça ne date pas de Washington. Parce qu'avant Washington, on a eu droit pour montrer qu'on était allant pour la neutralisation des FDLR. Il y a eu le communiqué des FARDC qui demandait aux FDLR de déposer les armes et de venir s'approcher soit de la MONUSCO ou des FARDC. Mais ça, c'était de la poudre aux yeux. Et après Washington, on a vu un deuxième communiqué des FARDC qui, cette fois-ci, promettait aux FDLR de passer un cran au-dessus et d'utiliser la contrainte. Mais on est loin du compte. Pourquoi? Parce que je l'ai dit tantôt, les FDLR constituent l'épine dorsale des FARDC. Il s'est développé, et ça Tshisekedi est à la manœuvre, une démarche politique autour des FDLR. Le président Tshisekedi a pris attache avec les anciens génocidaires qui ont purgé leur peine et qui sont logés au Niger, à Niamey, aux frais des Nations Unies. Il voulait les rapatrier à Kinshasa et en faire l'aile politique des FDLR. On a vu l'alliance entre Tshisekedi et Ndayishimiye, une alliance qui porte sur le soutien au FDLR. Ça veut dire qu'il prolonge l'idéologie génocidaire. On a vu des allers-retours des personnes liées au FDLR, dont l'un des fils Habyarimana. Et donc, Tshisekedi ne peut pas à la fois multiplier des démarches pour, comme il a l'aile militaire, obtenir l'aile politique des FDLR et leur donner une base arrière et dire qu'il va les neutraliser. Et donc, ça, le CONOPS a du mal à se mettre en place à cause de ça. Oui. Pour essayer de conclure, nous avons essayé de parler des principaux points de cette année 2025. Information de dernière minute. Tshisekedi a refusé de continuer les négociations de Doha. Oui. Mais comment est-ce que pouvez-vous expliquer ça? Ça s'explique avec tout ce qu'on vient de dire ici. Il joue du valse, il fait un pas en avant, un pas en arrière. Il y a quelque chose de fondamental dans la psychologie de Tshisekedi. Tshisekedi veut faire la guerre en sachant très bien qu'il ne gagnera pas cette guerre. Tshisekedi a du mal, après 6 ans de pouvoir,
d'expliquer aux Congolais pourquoi il n'a rien fait pour le pays. En termes d'infrastructure, en termes le panier de la ménagère, en termes de corruption, de détournement et de tribalisme. Et donc, il a comme unique bouée de sauvetage la guerre contre l'AFC M23. Tshisekedi ne parle pas des ADF qui sont en train de massacrer les Congolais à Beni et ses environs. Tshisekedi ne s'intéresse pas à ce que font les Codeco en Ituri. Il ne parle pas de Maïmaï. Il ne parle pas de Lubumbashi et Kasumbalesa. Les Mombondo qui sont aux portes de Kinshasa, ils n'en parlent pas. C'est la presse qui, de temps en temps, évoque ça. Tshisekedi ne parle pas de l'insécurité, parce que les Kuluna ont pris le pouvoir dans Kinshasa. Sa seule fixation, AFC M23. Comme si, même si vous disiez à l'AFC M23, vous déposez les armes, vous redevenez des citoyens en attendant qu'on régularise votre situation, l'insécurité va continuer dans le pays. Donc, qui refuse d'aller à Doha, c'est aussi une manœuvre pour gagner du temps, parce qu'il a le dos au mur. Qui refuse d'aller à Doha, il donne encore une preuve supplémentaire de sa mauvaise foi. Et en 30 secondes, pourrez-vous dire que le retrait de l'AFC M23 à Uvira aura été inutile? Écoute, la population est en train de réclamer la présence de l'AFC M23 simplement parce que partout dans les zones libérées par l'AFC M23, c'est les seuls endroits en République démocratique du Congo où vous avez la paix et la sécurité. Ils ont quitté à Uvira pour faire plaisir à la médiation qui leur avait demandé de laisser Uvira. Voilà que la population rentre dans la rue pour dire nous on ne veut plus de Ouazalendo, on ne veut plus de FND, on ne veut plus de... C'est des gens qui nous tracassent au quotidien. Et ça, c'est cri des populations, on ne veut pas l'entendre. Et donc, ils se sont retirés pour faire preuve de bonne foi. Ils se sont retirés pour dire nous sommes dans une démarche de paix et non de guerre. Ce qui est tout le contraire de ce que fait Kinshasa. Et la réponse de Tshisekedi a été d'annuler les accords. Eh bien, voilà. J'espère qu'il va l'assumer, mais ça n'est pas quelqu'un qui a jamais assumé ses responsabilités. Tite, merci beaucoup d'avoir été C'est moi qui vous remercie. Merci pour cette rétrospective de l'année 2025. Et nous vous souhaitons une très belle fin d'année 2025. Pareillement, merci. Et souhaitons encore vous revoir pour l'année prochaine. Inch'Allah. Merci. Chers téléspectateurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous et vous souhaitons une très belle année 2026.